Bonjour, je suis en compagnie d'Emmanuel Vauban, neurologue qui travaille à l'Université de Californie à San Francisco. Emmanuel Vauban, vous êtes intervenu dans une session passionnante sur le microbiote et les maladies neurologiques. Et vous, plus particulièrement, vous travaillez dans le domaine de la sclérose en plaques. Alors, a priori, on sait qu'il y a quelques différences de composition des microbiotes entre la population présentant une sclérose en plaques et la population témoin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors a priori, il existe des différences, mais en sachant que les différences qui ont été rapportées dans des études faites dans des groupes différents, en fait, n'ont pas été forcément les mêmes découvertes. Donc, il faut, avant de commencer à lire des choses sur le microbiote, il faut réaliser qu'il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui peut modifier le microbiote, qui n'a rien à voir avec une maladie à l'étude. Et je pense que ça a été un des obstacles principaux pour la compréhension vraiment de ces différences, tout au moins dans les premières études. Je pense que maintenant, les gens font beaucoup plus attention dans la façon de développer des études. Par exemple, on essaye d'éviter d'avoir des échantillons qui viennent de patients qui ont reçu des antibiotiques depuis moins d'un mois. On essaye d'éviter que les patients aient une durée de la maladie très longue. On essaye d'éviter qu'ils soient sous traitement qui modifient le cours de la sclérose en plaques. Donc, tous les traitements comme l'interféron ou d'autres traitements peuvent modifier en fait ce qu'on trouve dans le microbiote. Donc, en sachant ça, c'est important de regarder après ça ce qui a été publié et à partir de là, essayer d'en extraire la substantifique moelle et de voir s'il y a des choses qui se recoupent d'étude en étude. Et en fait, il y a très peu de choses parce que justement, à cause de tous ces facteurs qui peuvent changer le microbiote, surtout dans des petites études qui a été le problème très fréquemment à cause du prix. Oui. De ces études. Et donc, en fait, il y a quelques bactéries pour lesquelles il y a des choses qui se recoupent vraiment d'étude en étude, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas bien. Et puis aussi, au lieu de regarder une bactérie à la fois, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut regarder des clusters de bactéries, c'est-à-dire des bactéries qui aiment des environnements similaires et donc qui ont tendance à se regrouper et à contribuer en communauté, en fait, à des changements métaboliques ou biologiques. Et donc, en fait, on a beaucoup appris des études depuis 5 ans à ce sujet-là. Il sera peut-être aussi intéressant d'étudier le microbiote chez les enfants, peut-être développant une sclérose en plaques, pour peut-être effectivement avoir une action plus radicale sur l'environnement ou sur la composition et modifier ainsi peut-être l'évolution de la maladie, non? Alors, l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à étudier le microbiote de préférence chez l'enfant, c'est tout à fait pour ces raisons-là. C'est que si on étudie le microbiote chez des adultes de 50, 55 ans, il va y avoir toute une accumulation de changements dans le microbiote qui sont soit liés à l'âge, soit liés à tous les facteurs de l'environnement auxquels on a été exposé quand on arrive à cet âge-là. Alors que si on regarde chez l'enfant, on est plus à même de trouver des choses qui sont peut-être plus réellement liées à la maladie. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça m'a intéressée d'aborder ce sujet, en fait, chez l'enfant. D'accord. Je crois que vous avez un projet avec le docteur Tremlett qui travaille à l'Université de Colombie-Britannique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Oui, alors c'est un projet dans lequel, donc initialement, c'est un projet que j'ai commencé aux États-Unis. Et en fait, quand Dr Tremlett est venue travailler avec moi, elle est repartie travailler à Vancouver et a mis sur place en fait un projet exactement similaire avec l'idée qu'on pouvait ensuite rassembler nos données ou essayer de reproduire
dans les deux cohortes, en fait, les choses trouvées dans l'une des cohortes. Donc, dans l'état actuel des choses, elle a été, donc, avec sa cohorte canadienne, elle a été capable de regarder les différences entre témoins sains et contrôles qui avaient des maladies démyélinisantes non liées à la sclérose en plaques, mais des EMAD, par exemple. Et donc, regarder les différences entre ces groupes-là. Et puis, en fait, pour les différences principales retrouvées entre témoins sains et sclérose en plaques, elle nous a demandé, bon, elle a tous mes échantillons, je lui ai envoyé tous mes échantillons, donc ils ont pu travailler sur tous nos échantillons pour essayer de voir s'il y avait des choses en commun. Et nous, dans un premier temps, on a regardé en fait le microbiote et le risque de pousser, parce qu'on on avait une base de données qui permettait de faire ça convenablement. Et en fait, malheureusement, leur base de données au Canada n'avait pas le type d'informations nécessaires pour essayer de reproduire nos données. Dans l'état actuel des choses, on est en train de regarder les différences entre nos contrôles et nos patients pédiatriques qui ont une sclérose en plaques. Et donc, ça a été présenté à ACTRIMS le mois dernier et on est en train de finaliser ces analyses pour essayer de inclure dans les analyses aussi, par exemple, des données sur l'alimentation des enfants. Puisque ce sont des facteurs de l'environnement très importants qui déterminent le microbiote et éventuellement les changements métaboliques qui en découlent. Donc, plein d'espoir finalement dans ce microbiote, dans l'étude de ce microbiote, pour essayer de déterminer encore un peu plus la physiopathologie de la sclérose en plaques dans les années qui viennent. Non, exactement. Merci infiniment d'avoir répondu à cette petite interview. Merci beaucoup.